Dans le calme trompeur d'un prestigieux collège new-yorkais, un homme parvint à tordre les esprits et à manipuler de jeunes adultes, les entraînant dans un abîme de souffrance indicible. Lawrence Larry Ray, un homme apparemment ordinaire, se présenta comme un père bienveillant et un mentor sage. Mais derrière ce masque se cache un prédateur. Peu à peu, il tisse une toile de mensonges et de manipulations psychologiques, détruisant la vie de ceux qui se trouvaient sous son emprise. Ce qui semblait être un geste paternaliste s'est transformé en un cauchemar quotidien, où la peur, la culpabilité et l'humiliation régnaient en maître. Mais à un moment donné, un fil d'espoir s'est tissé. Certains étudiants, accablés par la pression et la douleur, trouvèrent la force de fuir, d'échapper à l'emprise de Ray. Leur fuite marqua le début d'une lutte pour la vérité, mais à quel prix ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Vous l'aurez compris, nous sommes sur une vidéo bonus qui sort le jour du 31 décembre afin de vous faire patienter jusqu'à la nouvelle année 2025. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont seuls ce soir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je ferai un live sur Twitch avec des vidéos react, des jeux, etc. pour faire patienter jusqu'à 2025 et pour qu'on passe un moment ensemble. Deuxième chose, j'ai vu vos petits messages par rapport au décor et aux trous qu'il y a ici. Je ferai en sorte de mettre quelque chose. J'ai une petite idée en tête et potentiellement ce sera là déjà pour la prochaine vidéo. Enfin, je vous souhaite évidemment à tous et à toutes un bon réveillon et de belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater sur Murders Explained. Et c'est parti, rentrons dans cette terrible affaire, celle de Lawrence Larry Ray. Lawrence Larry Ray, connu également sous le nom de Lawrence Greco, est une figure intrigante et controversée du true crime. Né dans le quartier de Bay Ridge à Brooklyn, dans l'État de New York, Larry a mené une vie marquée par des ambitions démesurées, des déclarations douteuses et un parcours professionnel chaotique. Dans les années 1980, Larry a travaillé à Wall Street, où il s'est immergé dans l'univers de la finance. Par la suite, il a multiplié les postes en tant que consultant, intervenant dans divers secteurs comme l'assurance, la construction et les jeux d'argent. Un fait notable, il a réussi à se frayer un chemin dans ces domaines compétitifs sans jamais obtenir de diplôme universitaire, ce qui témoigne de sa capacité à naviguer dans des cercles influents, malgré l'absence de qualifications académiques qui sont censées être formelles. On a autre chose, son passage dans l'armée qui a été bref, il n'a servi que 19 jours dans l'armée de l'air des États-Unis avant de quitter les rangs. Malgré ce service éclair, il est parvenu à entretenir des liens avec des figures militaires du premier plan, notamment le général de la marine Charles Pittman et le commandant de la marine James L. Jones. Ces relations ont suscité des interrogations sur l'étendue de son influence et de son réseau. Cet homme semblait avoir beaucoup de gens autour de lui. Larry a également prétendu avoir travaillé pour la CIA, se présentant comme un acteur clé dans le monde du renseignement. Toutefois, je le dis quand même, aucune preuve tangible ne vient corroborer ces affirmations concernant son rôle au sein de la CIA, ce qui alimente une fois de plus le mystère entourant sa vie et ses activités. Au fil des années, Larry Ray se forge une réputation qui mêle plusieurs choses, charme, manipulation et surtout beaucoup de mystère. Il y a énormément de zones d'ombre autour de lui, laissant derrière une empreinte complexe et controversée dans les cercles qu'il a ou aurait fréquentés. Toujours dans les années 1980, Larry Ray n'était pas seulement un consultant polyvalent, il était également un entrepreneur dans le domaine du divertissement. Il possédait et exploitait plusieurs boîtes de nuit dans le New Jersey. Parmi ces établissements, le club Malibu and JJ Rockers se démarque comme des lieux populaires, attirant une clientèle assez variée. D'ailleurs, ces clubs étaient bien plus que simplement des lieux de fête. Ce sont devenus des plateformes où Larry tissa des liens
très stratégique avec des politiciens locaux, des membres des forces de l'ordre et d'autres figures très influentes. Encore une fois, il augmentait son réseau. Une de ses relations les plus notables fut avec Bernard Kerik, un futur commissaire de police de la ville de New York. Leur amitié était un cadre informel, enfin du moins elle est née dans un cadre informel. Larry et ce futur officier partageaient un intérêt commun pour l'entraînement physique et les balades en moto. Donc on est sur deux personnes qui sont devenues copains et on a eu une camaraderie entre les deux qui s'est intensifiée jusqu'au point où Larry a joué un rôle central dans l'ascension de cette personne en le présentant à des personnalités influentes, notamment dans l'industrie de la construction. Bref, ce réseau de relations, il semblait initialement propulser Kerik vers des sommets professionnels, mais en fait, ça a été un facteur déterminant de sa chute. Larry n'a pas forcément été un meilleur ami pour lui et ne l'a pas forcément monté de grade comme il l'aurait espéré. Le futur officier Kerik a été impliqué dans un scandale de corruption lié à des rénovations gratuites d'une valeur de 165 000 $ réalisées dans son appartement. Ces travaux ont été financés illégalement et donc ils ont fait l'objet d'enquêtes à la fois au niveau étatique mais aussi au niveau fédéral. Et Larry a joué un rôle clé dans l'explosion de cette affaire. Il a coopéré avec d'autres enquêteurs, il a fourni les informations qui ont contribué aux accusations portées contre Kerik. Donc finalement son camarade n'était pas forcément son ami. Lui qui disait qu'il voulait le voir haut placé dans la police, qu'il a présenté à plein de gens, il l'a fait chuter aussitôt. Ces révélations ont donc conduit à des condamnations pour corruption et autres délits. Et donc, la réputation de Kerik a été ternie par tout ça et malheureusement, on a pu également voir que Larry était là pour naviguer et manipuler et pourquoi pas détruire les relations qu'il construisait en un claquement de doigts. Parce que, je vous refais le résumé, il a présenté Bernard Kerik à plein de personnes influentes en lui promettant mondes et merveilles et en lui disant qu'il allait devenir la personne qu'il souhaitait être et malheureusement, d'un coup d'un seul, il lui a fait faire une chute libre. Bref, un autre incident marquant se produit en septembre 2015. Larry a été attaqué très violemment par Frank DiTomaso, un entrepreneur en construction, et ça s'est passé dans le hall de l'hôtel Hudson à New York. L'agression a été très violente et Larry a eu une fracture du crâne et des dommages neurologiques durables, ainsi que des blessures qui ont marqué profondément sa vie. Malgré la gravité de l'attaque, les conséquences judiciaires pour DiTomaso ont été assez légères. L'homme a plaidé coupable et on a eu une charge de conduite désordonnée qui a fait qu'il a eu simplement une journée de gestion de la colère. Oui, les États-Unis. Cet épisode reflète, je trouve, la complexité et les dangers de l'univers dans lequel Larry évoluait, où les alliances et les intimités pouvaient se transformer en actes de violence extrême. Mais ce n'est pas tout. Bien avant cet événement, au début des années 2000, Larry avait aussi attiré l'attention des autorités pour des activités illicites. Il s'était impliqué dans une affaire de fraude en valeur immobilière liée à la famille criminelle Gambino, l'une des organisations mafieuses les plus notoires des États-Unis. Dans le cadre de ce stratagème, connu sous le nom de pompe et vidange, Larry a joué un rôle clé dans l'artificialisation des valeurs boursières avant leur effondrement, au détriment des investisseurs. Encore une fois, des choses illégales. Pendant un temps, Larry, il a cherché une fois de plus à se positionner comme un informateur pour le FBI, tentant de brouiller les pistes et de minimiser son implication. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps, les preuves contre lui étaient accablantes et il a été inculpé. Pour cette affaire, en 2003, il a été condamné à 5 ans de probation à cause de la fraude. Ces épisodes illustrent de multiples facettes concernant Larry Ray, un homme capable de naviguer dans les eaux troubles des mondes criminels et illégaux, oscillant entre collaborateurs des autorités et acteurs d'escroqueries sophistiquées. Bref, on est sur une trajectoire marquée par des décisions risquées, des représailles brutales, mais surtout, je viens de vous présenter une personnalité complexe, tiraillée entre ambition, manipulation et survie. Larry Ray, vous le comprenez, est une figure aussi énigmatique que controversée. Et il n'a pas seulement influencé les sphères criminelles et financières, il a aussi joué un rôle sur la scène internationale. Selon ses propres affirmations, il aurait contribué aux efforts diplomatiques de l'OTAN lors des négociations pendant le conflit de Kosovo en 1999. Un responsable de l'OTAN aurait même reconnu son rôle, le rôle de Larry, dans la facilitation de la communication entre certains partis impliqués. Cependant, les détails exacts restent flous et de nombreux observateurs mettent en doute l'importance de la contribution de Larry.
Étant donné qu'on est sur un mec assez prétentieux, il a également revendiqué d'avoir orchestré une rencontre entre Mikhail Gorbatchev, ancien dirigeant de l'Union soviétique, et Rudy Giuliani, alors qui était le maire de New York en 97. On a donc ces affirmations qui rajoutent une couche de mystère à son parcours. Avait-il le bras aussi long, ou alors est-ce qu'il est sur des illusions qui lui permettent de se positionner comme un acteur clé dans des événements marquants, bien que les preuves sont quand même souvent minces. La vie publique de Larry était marquée par des prétentions, des intrigues, mais sa vie personnelle était aussi un théâtre de conflits intenses. En 2004, son épouse, Teresa Ray, demande le divorce. Elle l'accuse de violence domestique. En réponse, Larry riposte en affirmant que Teresa avait abusé de leurs enfants, une accusation très grave qui a eu des répercussions majeures sur la famille. Dans un premier temps, Larry a réussi à obtenir temporairement la garde des enfants, mais les enquêtes des autorités révéleront assez rapidement la vérité troublante. Les accusations portées contre Teresa étaient fabriquées de toutes pièces. Elle n'avait jamais touché ses enfants. Les preuves indiquèrent que Larry avait manipulé ses propres filles, les incitant à faire de fausses déclarations contre leur mère. Oui, vous avez très bien compris. Ce comportement n'entacha pas seulement son image, mais précipite également les mesures judiciaires. Larry a été inculpé pour plusieurs infractions, dont l'ingérence dans la garde des enfants, l'outrage au tribunal après avoir refusé de respecter les accords de garde, et ces 2 violations ont conduit à une condamnation et une peine de 6 mois de prison à ce moment-là. On est donc sur une bataille qui a laissé des cicatrices profondes, mais pas que sur Larry, sur la famille aussi, parce que du coup, les enfants, ils ont été manipulés, la mère, elle a été accusée, il y a eu quand même beaucoup de choses, et évidemment, ça laisse des cicatrices sur tout le monde. Les conflits incessants et le climat de manipulation ont eu un impact, notamment sur une de ses filles, Talia. Elle refusait de vivre avec sa mère, donc elle a opté pour des refuges pour jeunes personnes. Une décision qui, je trouve, souligne à quel point l'environnement dans lequel elle évoluait à ce moment était intacte et toxique et elle n'en voulait plus. Donc, vous le comprenez, la vie de Larry, qu'elle soit publique ou privée, est une toile complexe avec beaucoup de manipulations, des drames et des contradictions. Sa capacité à se réinventer en permanence et à se mêler aux grandes figures de son époque contraste vivement avec les destructions qu'il a causées dans les sphères les plus intimes de sa vie. En 2006, il fait à nouveau la une des journaux, cette fois-ci pour des accusations de violence. Sa petite amie de l'époque a déclaré qu'il l'avait emprisonnée dans leur appartement et soumise à des actes violents. Selon son témoignage, Larry l'aurait épinglé au sol et lui aurait couvert la bouche et le nez, rendant donc sa respiration difficile. Il aurait donc provoqué une crise de panique chez la victime, qui était sa petite amie. Les accusations ont été très graves et elles impliquaient des comportements menaçants qui pouvaient directement justement lui couper la vie, mais l'affaire a été abandonnée, peut-être parce que Larry a le bras très long. La décision de la petite amie a été de ne pas poursuivre les charges et malheureusement ça a contribué au rejet du dossier. Cet épisode s'inscrit dans un schéma récurrent de la vie de Larry Ray, des allégations de comportements abusifs et violents, suivis de dénouements juridiques ambigus, souvent accompagnés de controverses. Face aux nombreuses accusations criminelles qu'il a eues contre lui au fil des années, il a élaboré un récit alternatif pour expliquer ses déboires juridiques. Plutôt que d'accepter la responsabilité de ses actes, il déclara être la cible d'une vaste conspiration impliquant des figures de pouvoir influentes. Selon lui, ces problèmes au niveau légal, qu'il s'agisse de son arrestation pour violence domestique, des batailles pour la garde de ses enfants, ou alors les accusations de fraude en valeurs immobilières qu'il y a eu auparavant, tout ça ferait partie d'un plan orchestré pour le faire taire et détruire sa réputation. Larry a même identifié plusieurs ennemis supposés dans cette cabale. Je cite Bernard Kerik, son ancien ami devenu adversaire, qui l'accusa de chercher à se venger de sa coopération. On a aussi, tenez-vous bien, l'ancien président George W. Bush, le vice-président Dick Cheney et l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani. Il prétend que ces 3 personnes ont orchestré des attaques contre lui en raison de ses connaissances présumées sur les attentats du 11 septembre 2001. Larry en sait des choses, non? Larry va même jusqu'à prétendre que ces figures de haut rang étaient impliquées dans des complots visant à utiliser leur influence pour manipuler les forces de l'ordre et le système judiciaire contre lui.
Ces théories conspirationnistes servent un double objectif, détourner l'attention de ses actions criminelles et se présenter comme une victime d'un système corrompu. Larry accusait souvent ce qu'il appelait la corruption policière et des ennemis politiques puissants de l'avoir ciblé injustement. Cependant, ces récits ont été largement perçus comme une tentative de manipulation de l'opinion publique, s'appuyant sur des allégations spectaculaires mais sans aucun fondement. Tout ça illustre son habileté à construire des narrations séduisantes, compliquées, mais également sa difficulté à confronter la réalité de ses comportements et leurs connaissances. La vie de Larry, teintée de violence et de manipulation, ainsi que d'accusations, reste un exemple de la manière dont certaines personnes tentent de réécrire leur propre histoire pour échapper à la justice. L'incident de violence domestique de 2006 a eu des répercussions immédiates sur sa vie. Cet incident a été considéré comme une violation de sa probation pour ses affaires antérieures et cet événement a fait qu'il a été arrêté. Ça a été donc dramatique pour lui parce que Larry a été interpellé devant sa fille, une scène qui a aggravé leur relation qui était déjà fragile à cause de toutes ces manipulations. Mais encore une fois, il affirme que ces arrestations, comme tout ça, n'est simplement qu'une conspiration par une corruption systémique. On est sur une posture de victimisation qui a été vraiment son récit public par rapport à tout ce qui s'est passé là et ce qui se passera après. Et donc, pour lui, tous ses ennemis puissants en avaient contre lui. Au moment où les démêlés judiciaires s'intensifiaient, l'équipe de défense de Larry Ray a présenté des rapports psychologiques pour éclaircir certains aspects de son comportement. Je trouve que c'est intéressant, du coup je voulais le placer ici. Selon des évaluations qui ont été citées dans certains magazines, Larry aurait été diagnostiqué avec des troubles de la personnalité histrionique et narcissique. Ces troubles sont caractérisés par une quête excessive d'attention et une vision exagérée de sa propre importance, ce qui semble donc correspondre à ses comportements. Les rapports vont un peu plus loin. Ils suggèrent que Larry présente également des traits pseudologia fantastica, ce qui est, je cite, une tendance au mensonge compulsif ou pathologique. Et on a aussi un possible syndrome de Munchausen où une personne feint ou provoque des maladies pour attirer l'attention et susciter de la sympathie. Ces diagnostics renforcent donc l'image d'un homme dont les actions sont motivées par un besoin compulsif de contrôle et de renaissance, souvent au détriment des autres. Donc ces évaluations, elles ont été réalisées au cours de ces batailles judiciaires, notamment lors du conflit pour la garde avec son ex-femme, Teresa. Et tout ça met une fois de plus en lumière son comportement manipulateur. Un médecin légiste a d'ailleurs décrit Larry comme une personne manipulatrice exceptionnellement habile, capable de contrôler presque toutes les situations dans lesquelles il se trouve. Voici quelques notes que j'ai pu retrouver, je cite: « Il peut contrôler presque toutes les situations dans lesquelles il se trouve, y compris les entretiens psychologiques. » Ou encore, Larry peut tout à fait être charmant, désarmant les autres avec sa simplicité et son sourire enfantin. Mais sous cette façade se cache un homme calculateur, manipulateur et hostile. Ces descriptions brossent le portrait d'un homme capable d'exploiter les failles émotionnelles et psychologiques de ceux qui l'entourent pour asseoir son contrôle. Les diagnostics et les observations psy soulignent la manière dont Larry a manipulé et exploité les personnes dans son entourage. On est sur quelqu'un qui a une forte capacité à se présenter comme charmant et bienveillant, tout en dissimulant une nature profondément calculatrice et agressive et qui semble être au cœur de méthodes qu'il utilise pour prendre le contrôle de ses victimes. Cet aperçu assez psychologique renforce l'idée que Larry n'était pas seulement un acteur dans des affaires criminelles et ses scandales familiaux, mais aussi un individu dont les traits de personnalité lui permettaient de tisser ses mensonges, ses manipulations et ses abus. Vous allez voir que tout ceci lui a permis, une fois de plus, de contrôler des personnes qui se sont retrouvées autour de lui. En 2010, Larry Ray, récemment libéré après avoir purgé sa peine de prison pour la violation de la garde des enfants, a fait une entrée dans un cadre des plus inattendus, le dortoir du Sarah Lawrence College, une prestigieuse école d'art libéraux située à New York. Larry s'installe dans l'appartement partagé de sa fille Talia, qui est étudiante en 2e année. Selon Talia, son père méritait une seconde chance. Elle le décrivait comme un homme sage et résilient, victime d'injustice, mais qui avait su rester fort malgré les épreuves. Il n'était pas seulement un père aimant souhaitant renouer avec sa fille, c'était, selon ce qu'elle disait, une figure charismatique,
pleine de sagesse, capable d'apporter de la lumière sur la vie. Est-ce que vous pensez qu'elle a été manipulée par son propre père? Parce que moi, oui. Au départ, la présence d'un homme d'âge mûr dans un dortoir d'étudiants a provoqué l'étonnement, voire l'inconfort parmi toutes les personnes qui vivaient là. Mais rapidement, Larry réussit à désarmer tout ça. Il se montre serviable, il cuisine des repas pour les groupes, il nettoie les parties communes, il partage des anecdotes captivantes sur son passé. Bref, il arrive à faire ami-ami avec tout le monde. Larry se dépeint comme un homme aux connexions impressionnantes et à l'expérience de vie très riche. Il se nargue d'avoir entretenu des amitiés avec des personnalités influentes comme Bernard Kerik, comme George W. Bush, et j'en passe, même si selon lui, il a été victime de trahison et de conspiration. Ces récits mêlent drame personnel et exploits professionnels, mais surtout, j'ai envie de vous dire que ça fascine tout le monde. Pour les jeunes colocataires de Talia, Larry est devenu rapidement une figure paternelle et mentorale. Il offrait des conseils, il engageait des conversations philosophiques et surtout se positionnait comme un guide capable d'aider les étudiants à naviguer dans les défis de la vie. Avec son charisme naturel et son apparence bienveillante, il gagne leur confiance et leur admiration. Ce qui apparaît comme au départ un geste parental excentrique mais inoffensif, se révèle rapidement être le début d'un plan profondément manipulateur. Encore une fois, derrière son image d'homme bienveillant, Larry commence à établir une emprise psychologique sur les étudiants. Sa présence, initialement perçue comme une intrusion inhabituelle mais tolérée, devint progressivement omniprésente. Larry exploite leur confiance et leur jeunesse pour tisser une toile d'influence et de contrôle. Sous prétexte de leur offrir un soutien émotionnel et des conseils avisés, il s'immisce dans leur vie personnelle, utilisant des talents de manipulateur pour les isoler et les encourager à semer un certain doute dans leur esprit. Donc en gros, tout ça a commencé comme une grande réunion familiale dans un environnement universitaire et ça a très rapidement dégénéré dans une situation d'abus émotionnel et d'abus psychologique. Larry a réussi à transformer le dortoir en théâtre de manipulation. Il a exploité tous ces jeunes adultes pour asseoir son contrôle et il avait tout prévu. Ce chapitre marque le début d'un schéma d'abus qui aura des conséquences dévastatrices sur la vie des étudiants, les plongeant dans un cauchemar dont ils auraient du mal à s'échapper. Cette arrivée au Sarah Lawrence College illustre parfaitement la dualité de Larry Ray, un homme capable de se présenter comme un père aimant et protecteur, tout en cachant ses intentions sombres et destructrices. Ce fut la première étape d'une stratégie soigneusement orchestrée pour s'introduire dans la vie de ses victimes et semer le chaos. Ce qui avait commencé par des conversations anodines autour de repas et des discussions philosophiques se transforme en des séances intensives que Larry qualifie de thérapie. Dans ces sessions informelles mais personnelles, il se positionne comme une figure paternaliste et sage, capable d'écouter et de guider les étudiants dans leurs moments de doute et de peur. Cependant, ces thérapies étaient tout sauf bienveillantes. Larry utilise ces échanges pour s'immiscer dans leur vie intime, les extorquant de leurs souvenirs les plus douloureux et les insécurités les plus profondes. Avec une précision presque clinique, il exploite ses vulnérabilités pour asseoir son contrôle psychologique. Larry commence à semer des graines de doute dans l'esprit des jeunes adultes. Il leur suggère que leurs proches, parents, frères, sœurs, amis, n'étaient pas dignes de confiance. Poussant ces insinuations à l'extrême, il plante l'idée que leur famille avait activement cherché à leur nuire. Dans certains cas, il persuade les étudiants que leurs parents les avaient maltraités ou même empoisonnés. Ces accusations, bien qu'invraisemblables, prenaient racine grâce à la manipulation habile de Larry et à son propre récit de persécution. Donc, il renforce ses idées en partageant ses expériences personnelles présumées, affirmant qu'il avait lui-même été victime d'un empoisonnement orchestré par ses ennemis. Ce jeu psychologique s'avère terriblement efficace. C'est un lavage de cerveau. En remettant en question leurs propres souvenirs et perceptions, les étudiants devinrent de plus en plus dépendants de Larry pour interpréter la réalité. Et ils commencent doucement mais sûrement à devenir le gourou d'un nouveau culte. Parmi ses victimes, Isabella Pollock devint rapidement un cas emblématique de l'influence de Larry. C'était une étudiante brillante et elle était dans cette université grâce à une bourse académique complète. Mais derrière cette réussite se cachaient les cicatrices d'une enfance marquée par des abus. Larry identifia rapidement cette douleur comme une faiblesse à exploiter.
En se présentant comme un protecteur et un mentor, il gagne la confiance d'Isabella, il l'isole progressivement de sa famille et de ses amis. Au fil du temps, elle développe une dépendance presque totale envers lui, le voyant comme une figure paternelle, mais aussi comme la seule personne capable de la comprendre. Il a réussi. Isabella devint une victime, mais aussi une complice. Sous l'influence de Larry, elle s'implique activement dans le contrôle des autres, consolidant davantage l'emprise de cet homme sur tout le groupe. Sa transformation illustre la profondeur de la manipulation psychologique exercée par Larry, capable de transformer ces individus en alliés de sa domination. Pour ceux qui observaient de l'extérieur, Larry apparaît encore une fois comme un mentor désintéressé, un adulte qui guide des groupes de jeunes adultes dans les moments de doute. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment est-ce que personne n'a vu ça? Mais parce que ça ne se voit pas. Et en fait, pour lui et pour ce qui se passait vraiment, derrière chaque conversation, chaque thérapie, il y avait une stratégie soigneusement conçue pour qu'il puisse à chaque fois renforcer le contrôle sur tout le monde. Les graines de doute qu'il plantait, combinées à sa capacité à déformer la réalité, ont transformé la dynamique du groupe. On était sur un cercle d'amis soudés qui est devenu un environnement toxique dominé par un homme qui utilisait la manipulation psychologique comme une arme. Effectivement, j'ai envie de vous dire qu'on parle d'une secte. Ces premières étapes posèrent les fondations d'une emprise totale, ce qui jette les bases de ce qui allait devenir un régime d'abus. À la fin de leur deuxième année à Sarah Lawrence College, plusieurs étudiants étaient si profondément enrôlés sous l'influence de Larry qu'ils ont pris une décision déconcertante. Emménager dans un appartement d'une chambre qu'il avait loué dans l'Upper East Side. Ce qui devait être un refuge pour ces jeunes étudiants, une échappatoire aux pressions de la vie universitaire, se transformera en une véritable prison psychologique et psychique. Dans cet espace confiné, Larry intensifie ses méthodes de manipulation et de contrôle. Les frontières entre réalité et illusion s'effacent davantage à mesure qu'il installe chez ses victimes une dépendance totale à lui. L'appartement est devenu le théâtre d'interrogatoires brutaux et incessants. Larry prive les étudiants de sommeil. Il les force à rester éveillés pendant des jours, des heures, pour répondre à ces questions répétitives et accusatrices. Ces sessions visaient à briser leur volonté et leur perception de la réalité. En fait, il faisait tout pour que les étudiants avouent des crimes qu'ils n'avaient jamais commis, allant de vol imaginaire à des actes de trahison envers lui-même. Larry, évidemment, enregistrait méticuleusement toutes ces séances d'aveux fabriquées. Il accumule des preuves et des preuves et des preuves avec des heures de vidéos qu'il utilise à des fins perverses. Les images servaient non seulement de chantage, mais aussi de preuves documentaires dans sa propre vision déformée des événements. Ce contrôle psychologique est devenu l'une de ses armes les plus puissantes, transformant chaque interaction en un mécanisme de domination. Mais l'abus de Larry ne se limite pas au domaine psychologique. Dans cet appartement, il franchit un cap encore plus sinistre, la violence physique. Sous le prétexte de les éduquer ou de les aider à surmonter leurs défauts, Larry inflige des punitions brutales aux victimes. Dans l'une des nombreuses vidéos qu'il a enregistrées, il est vu en train d'étouffer un étudiant avec une laisse, un acte qu'il qualifie par la suite de simple jeu de rôle. Cependant, ces actes de violence n'avaient rien de ludique. Ils étaient calculés pour renforcer son pouvoir, déshumaniser ses victimes et leur rappeler qu'il contrôlait chaque aspect de leur vie. La mainmise de Larry s'étend à tous les aspects de la vie des étudiants. Il dicte leur routine, leur impose des emplois du temps stricts, des tâches absurdes qui les maintient dans un état constant de soumission. Même leurs finances étaient sous contrôle. Larry exige des paiements exorbitants sous prétexte de rembourser des dettes imaginaires, plongeant plusieurs d'entre eux dans une pauvreté immense. Certains étudiants ont été contraints de couper tous les liens avec leur famille, tandis que d'autres ont dû travailler sans relâche pour financer leur vie sous sa volonté. L'appartement, bien que situé dans un des quartiers les plus connus de Manhattan, est devenu un espace où le temps et l'autonomie semblaient arrêtés, remplacés par un climat de peur, d'abus et de domination totale. Ce chapitre marque un tournant dans la spirale de contrôle exercée par Larry Ray. L'appartement de l'Upper East Side, censé être un refuge, symbolise la culmination de sa stratégie manipulatrice. Ses victimes sont piégées physiquement, mentalement, enfermées dans un monde où Larry est l'unique arbitre et où c'est lui qui décide de la vérité et de la justice.
L'atmosphère est oppressante. Tout contact avec l'extérieur est quasiment impossible. Ces jeunes adultes, autrefois des étudiants prometteurs, sont aujourd'hui des marionnettes dans les mains d'un homme qui ne veut que le pouvoir et le contrôle. Il a quand même réussi à dire à ses étudiants et à leur faire croire que leurs proches, leurs familles, leurs amis étaient des personnes peu fiables, dangereuses, toutes responsables de leur malheur. Et comme vous l'avez compris, en plus de ça, il avait aussi réussi à faire en sorte que ses étudiants se confient sur des choses qui ne se sont jamais passées pour avoir des moyens de pression sur eux. Mais pourquoi faire ? D'ailleurs, un incident particulièrement choquant a été filmé. Ray a utilisé des pinces pour torturer la langue d'un étudiant lors d'un prétendu interrogatoire. Il a justifié cet acte par un jeu de rôle une fois de plus, où il disait que ces méthodes étaient en fait pour que les victimes disent la vérité. Mais le but était d'instiller une peur paralysante et affirmer son contrôle total. Les étudiants ont perdu confiance en eux-mêmes. Leur perception, leur mémoire, tout a été érodé. Larry Ray était maintenant leur seul point de repère. Quoi qu'il arrive, quoi qu'ils disent, c'était lui qui détenait la vérité. Mais ce n'est pas tout, les choses sont parties plus loin. En effet, le système que Larry Ray avait mis en place à Sarah Lawrence College a été décrit comme un culte sexuel en raison des abus systématiques qu'il a orchestrés et manipulés. Ses victimes, principalement des jeunes femmes, ont été convaincues que se soumettre à des actes sexuels n'était pas seulement une forme de rédemption, mais une manière de rembourser des dettes qui ont été fabriquées par lui-même. Il a méticuleusement façonné leur perception, les obligeant à croire que ces pratiques faisaient en fait partie d'une forme de croissance personnelle ou de purification. Et donc, il a pu faire ce qu'il voulait. Parmi les nombreuses victimes de Larry, Claudia Drury fut l'une des plus touchées. Une étudiante ambitieuse déterminée à devenir avocate, Claudia a été piégée dans la toile manipulatrice de Larry. Il l'a convaincue qu'elle lui devait ceci, de l'avoir empoisonnée et d'avoir endommagé ses biens. Des accusations mensongères qu'il lui a martelées jusqu'à ce qu'elle accepte tout ça comme des faits réels et qu'elle se soumette. Pour régler la situation, il a contraint Claudia à se prostituer. Il a utilisé des accusations fictives comme levier de force, donc elle a été obligée de faire ceci. Pendant plusieurs années, Claudia a gagné plus de 2,5 millions de dollars. Une somme que Larry Ray a systématiquement récupérée, contrôlant chaque aspect de sa vie. Ce n'était pas un simple cas d'exploitation sexuelle. Il utilisait des abus psychologiques, des menaces, des pressions, tout ça pour maintenir un contrôle absolu sur Claudia, l'empêchant de s'échapper de ce cercle vicieux d'humiliation et de dépendance. Ray n'a pas simplement commis des abus, il a également fabriqué les récits tordus pour justifier ses actes au sein du groupe. Il a présenté tout ça comme une forme de thérapie ou encore pire, de découverte de soi, exploitant une fois de plus la vulnérabilité de tout le monde pour leur faire croire que se soumettre jusqu'à ce point était quelque chose qui allait les purifier. Ça a permis à Larry de garder ses victimes sous son emprise, mais aussi de donner une justification. L'abus sexuel était donc intégré dans ce système plus large de manipulation où chaque aspect des victimes était contrôlé. Et quand je vous dis chaque aspect, vous l'avez compris, c'est chaque aspect. Les jeunes femmes prises dans ce cycle de coercition et de culpabilité étaient convaincues que leur souffrance faisait partie d'un processus nécessaire pour atteindre une version de soi en fait qui serait meilleure. Cette combination de domination mentale et d'exploitation sexuelle a permis à Larry de maintenir une emprise profonde et terrifiante sur ses victimes. Il a utilisé l'humiliation sexuelle comme un instrument clé de domination et de contrôle psychologique, mettant en place des scénarios dégradants et déshumanisants pour briser l'estime de soi de ses victimes. En orchestrant ces actes, il visait à détruire leur confiance et à les forcer à se soumettre encore plus. Les victimes étaient contraintes de prendre des positions humiliantes et de participer à tout ça, tout ce qui était présenté comme des leçons ou alors des punitions suivant son humeur, ce qui a renforcé leur dépendance envers lui. Les victimes en venaient à croire que leur dignité et leur importance étaient directement liées à leur capacité à obéir aux ordres, même lorsque ceux-ci violaient leurs propres limites physiques et émotionnelles. Ces actes d'humiliation n'étaient pas seulement des méthodes pour assouvir ses désirs, mais des instruments de guerre psychologique orchestrés pour dépouiller tout le monde, leur anatomie, mais aussi l'argent qu'il gagnait, et les rendre de plus en plus dépendants à lui-même. Je vous le dis, on était vraiment sur une secte.
Malgré la pression et la manipulation, des fissures ont commencé à apparaître dans l'emprise qu'il exerçait sur les victimes. On a certains étudiants, comme Dan Levin ou Santos Rosario, qui ont trouvé la force de s'échapper de son emprise, cherchant à fuir cet enfer. Cependant, cette tentative n'a pas été sans difficulté. Ray les a conditionnés à croire que quitter le groupe était une trahison non seulement à lui, mais aussi à l'ensemble du groupe. Cela a laissé les personnes qui voulaient fuir dans un état de confusion, de culpabilité et de peur, bien après leur départ, les empêchant de se libérer pleinement de l'emprise qu'il avait. Leurs témoignages pourtant se sont révélés essentiels pour exposer les horreurs subies par les victimes sous son contrôle. En 2019, un article a été publié présentant un exposé détaillé des manipulations et des abus infligés par Larry Ray. L'article a choqué l'opinion publique et a mis en lumière l'étendue de ses actes criminels, provoquant une vague d'indignation à travers le pays. Cette révélation a également été conduite par une enquête fédérale menée par le FBI. En février 2020, Larry est arrêté et inculpé pour 17 chefs d'accusation, dont trafic sexuel, travail forcé et extorsion. Le procès qui a suivi a permis de dévoiler toute l'ampleur de ces crimes, tout ce que je viens de vous raconter, avec les témoignages poignants des victimes qui ont décrit les abus psychologiques, physiques et sexuels qu'elles ont vécus et qu'elles ont endurés. Les vidéos enregistrées par Larry lui-même ont servi à devenir des preuves accablantes, même si de base, c'était des moyens de pression sur les victimes. Ces enregistrements ont fourni une documentation clé illustrant de manière claire et indiscutable les horreurs infligées par Larry Ray et consolidant les accusations portées contre lui. Le procès de Larry a été une quête déchirante pour la justice, mais aussi un long chemin vers la guérison pour les victimes. Alors que les témoignages bouleversants se succédaient au tribunal, la réalité des horreurs vécues par ces jeunes adultes est devenue impossible à ignorer. Ces survivants ont pris la parole, non seulement pour exposer un homme cruel et manipulateur, mais aussi pour retrouver, pièce par pièce, une dignité volée. La rédemption ne vient pas facilement après avoir été victime d'un tel contrôle, mental et physique, mais leur courage face à l'inimaginable nous rappelle l'importance de la résilience. En fin de compte, Larry a été arrêté, jugé et condamné, mais le poids des souffrances qu'il a infligées demeure, et l'ombre de son emprise continue de hanter ce qui l'a détruit. Pourtant, au cœur de cette nuit noire, l'espoir persiste, celui de se reconstruire, de se libérer et de trouver la lumière après avoir traversé l'obscurité la plus totale. Voilà tout le monde pour cette immense histoire sur Larry Ray. J'espère sincèrement que la vidéo a pu vous intéresser et vous intriguer. J'essaye petit à petit de reprendre les formats longs. Vous vouliez quelqu'un qui avait fait des actions en série absolument horribles. Je vous ai donc écouté en vous présentant cette vidéo comme vidéo bonus pour la dernière vidéo de 2024. Si l'affaire a pu vous intéresser, vous intriguer ou était inédite pour vous, n'oubliez pas de liker et commenter, ce qui aide tellement avec l'algorithme. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait pour qu'on atteigne les 56 000 abonnés. Encore une fois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle affaire horrifique.